Cette première table ronde va couvrir donc deux sujets, hein, la stratégie européenne dans les paiements et le sujet du paquet réglementaire de la Commission. Bon, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Monsieur Bertrand Dumont, hein, qui a fait à la fois ce bilan et ses perspectives. Je vais rappeler donc, on va discuter de trois sujets successivement ce matin. On va d'abord parler, comme l'a bien rappelé Monsieur Bertrand Dumont, de la stratégie européenne des paiements. Je rappelle que la Retail Payment Strategy a été proposée en septembre 2020 par la Commission européenne. C'était dans le cadre d'une communication au Parlement, au Conseil européen et à d'autres instances pan-européennes, d'ailleurs, qui a fait aussi l'objet d'un avis, du Conseil européen, même si parallèlement ou plus tardivement, et d'ailleurs encore, je crois, en fin d'année dernière, la Banque centrale a élaboré sa propre stratégie dans les paiements, et d'ailleurs ça pose un problème un peu de remise à niveau et de coordination entre ces différents documents. Mais le document de référence que nous allons évoquer, c'est bien sûr la Retail Payment Strategy de la Commission européenne. Le deuxième document, c'est notamment le paquet législatif qui a été proposé en juin de l'année dernière, donc juin 2023, par la Commission européenne, avec beaucoup de sujets, donc certains qui rentrent en application et d'autres qui sont encore l'objet de débats. On les a évoqués, cours légal de l'euro, c'est instant payment, c'est euro numérique, c'est une nouvelle DSP, enfin une nouvelle version de la DSP, etc. Et puis le troisième sujet, c'est qu'on voit fleurir autour de ces textes spécifiquement paiement un ensemble de réglementations. Monsieur Bertrand Dumont en a cité un certain nombre, vous en connaissez d'autres, je vais citer effectivement, il a parlé de MiCA, on a le règlement EIDAS 2, on a beaucoup de sujets d'ORA qui fera l'objet aussi d'une keynote tout à l'heure de Projective Group. Bref, il y a toute une série de réglementations qui n'ont pas été conçues pour les paiements, y compris sur l'IA d'ailleurs, et qui vont impacter le monde du paiement, et donc qui posent un problème de cohérence d'ensemble. Donc, le but de cette table ronde, c'est de répondre à la question, c'est faut-il revoir ce cadre stratégique qui a été élaboré en septembre 2020, donc il y a maintenant bientôt 4 ans. Faut-il stabiliser le cadre réglementaire ou sera-t-on amené, avec les évolutions, à revoir ce cadre réglementaire, et quels sont les impacts des réglementations adjacentes sur le monde des paiements? Je passe la parole à Corinna qui va orchestrer notre table ronde. Merci Corinna. Merci Hervé. Donc on va démarrer avec la première question qui est bien sûr, est-ce que le plan stratégique doit-il être revu, et si oui, sur quel sujet et avec quel objectif? Et je me retourne vers Monsieur de Colombier. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord votre réaction sur la keynote, présenter un préambule de la table ronde, notamment le bilan présenté par Monsieur Dumont, et ensuite sur la nécessité ou non de revoir le plan stratégique européen. Merci Corinna, et bonjour à tous. Alors oui, la stratégie que nous avons adoptée en septembre 2020 avait pour double objectif, de présenter notre vision de l'Europe des paiements de détail et d'annoncer notre programme de travail. Donc c'était, si vous voulez, un plan d'action pour les 5 années à venir, 4 parce que c'était en 2020, pour les 4 années à venir, et voilà, présenter nos objectifs, nos ambitions, notre vision. Je pense que dans une très large mesure, nous avons accompli la mission, puisque quasiment toutes les initiatives qui avaient été annoncées ont été effectuées, ont été lancées à tout le moins. Certaines d'ailleurs ont déjà abouti, comme le règlement sur les virements instantanés. Donc
dans une large mesure, cette stratégie a montré qu'elle avait vu juste. Maintenant, 4 ans, je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. 4 ans dans le domaine des paiements, c'est un siècle. Depuis septembre 2020, on a vu pas mal de choses se développer, et comme on l'avait d'ailleurs anticipé, on a vu. Avec l'actualité géopolitique, on a vu l'objectif de souveraineté venir un peu au premier plan. Ça avait commencé avec le Covid, disons dans le secteur industriel avec le Covid, mais évidemment avec l'agression russe en Ukraine, on a vu ce que nous pressentions déjà, mais on a vu confirmer le caractère indispensable et critique des infrastructures de paiement pour la souveraineté d'un pays ou d'une région. Donc premier élément, premier développement, la souveraineté. Deuxièmement, on a vu émerger dans le domaine des paiements des acteurs dont l'irruption dans les paiements n'était pas nouvelle, mais elle s'est confirmée. Les big tech, en 2020, c'était pas encore tout à fait sûr quelle allait être la part des big tech, des grandes plateformes dans les paiements, mais on a vu que résolument ils se sont lancés dans l'activité des paiements. Et ça s'est développé, je dirais, dans les 2-3 années passées. On a vu aussi se développer les wallets, et ça, je pense honnêtement que ça n'était pas, disons, présent de manière aussi importante à l'époque de notre stratégie. Donc c'est un élément dont nous devons tenir compte. Et quatrième et dernier, je pense, développement, on a vu se développer, là, bien évidemment, on le regrette, c'est la fraude. On a vu apparaître des nouvelles techniques de fraude basées essentiellement sur la manipulation des consommateurs. Donc, ce sont 4 sujets sur lesquels au moins notre stratégie pourrait être repensée. Alors, va-t-on le faire ou pas? Moi, je le souhaiterais personnellement, que notre nouvelle commission qui arrivera à la fin de l'année s'empare du sujet des paiements. C'est quelque chose que, bien évidemment, je recommanderai à mon nouveau commissaire ou à ma nouvelle commissaire. Mais ce sera bien évidemment leur décision, leur choix. Mais je pense qu'il y a certainement matière à ouvrir de nouveaux chantiers, matière à fixer un cadre stratégique pour le futur mandat de cette nouvelle commission et du nouveau Parlement. Donc oui, je pense que, et d'ailleurs Bertrand Dumont l'a bien souligné, je pense que la stratégie a pleinement joué son rôle, mais je pense aussi que elle doit certainement être revue à l'aune des développements auxquels on a assisté. Alors, j'ai noté l'appel que Bertrand a fait au secteur, à la place, de l'aider ou de les aider à identifier quels sont les sujets. Cet appel, moi, j'en fais le mien aussi. J'en fais le mien. Aidez-nous à identifier les sujets que vous souhaiteriez que la Commission place en pointe de son activité dans les années à venir. Alors, je sais très bien, parce que je parle à beaucoup d'entre vous, je sais très bien qu'il y a une sorte de fatigue réglementaire, et je la comprends. On n'a pas chômé pendant les 4 années passées, et bien sûr, ça se traduit aussi dans votre quotidien. Donc, j'en suis parfaitement conscient, et ça n'est certainement pas de gaieté de cœur que la Commission s'attellerait à lancer de nouveaux chantiers. On ne le ferait qu'après avoir bien sûr entendu votre réaction, vos positions, et après avoir fait une étude soigneuse de coûts et bénéfices. On ne se lance pas à la légère dans des initiatives réglementaires, elles ont forcément un coût, un poids, même si les initiatives sont souvent animées des meilleures intentions, elles peuvent s'accompagner bien évidemment de certaines contraintes. Donc ça n'est pas de gaieté de cœur qu'on le ferait, et c'est certainement pas sans vous écouter. Donc
voilà, n'hésitez pas, ça sera le moment, ça l'est déjà, mais ça le sera encore plus dans les mois à venir. Nous allons certainement formaliser tout cela en faisant sans doute, de nouveau, je dois prendre des précautions parce que ça n'est pas moi qui le déciderai, ça sera les autorités politiques qui ne sont pas encore là, les nouvelles autorités politiques de la Commission, mais ça se fera certainement dans le cadre d'une consultation publique. On ne se lance pas dans une nouvelle stratégie sans avoir largement consulté. Donc voilà, donc je reconnais dans tout ce qu'a dit Bertrand parfaitement notre propre analyse du bilan, mais aussi des enjeux et aussi du processus à adopter pour les années à venir. Donc voilà, je me reconnais parfaitement dans ce qu'a dit Bertrand Dumont, et on est tout à fait prêt à travailler en main dans la main, comme on le fait déjà, avec les États membres et notamment avec le Trésor français pour continuer notre travail en matière de paiement détaillé. Merci Eric. On peut applaudir Eric parce que je rappelle que s'il y a cette stratégie, c'est parce que Eric l'a porté à bout de bras avec beaucoup de courage et a fait reconnaître ce besoin stratégique au niveau européen. Merci Eric. On attendait Rita Camporeal. On a Nicolas Cailly, un banquier. Donc on voulait avoir un avis bancaire. Nous l'avons. Ah bah vous l'avez. Bon alors affichez-la. Affichez-la. Hello Rita. Bonjour. Thank you to be with us today. Donc Rita va parler en anglais et je rappelle que Rita a un rôle extrêmement important au plan européen. Hein. Elle est vice-présidente de l'EPC. Elle est responsable des systèmes de paiement de l'association bancaire italienne, l'ABI, et elle est vice-présidente de la Fédération bancaire européenne dans les paiements. Donc elle a une vision non seulement nationale, mais aussi européenne, et avec une double casquette réglementaire, normalisation, etc., et opérationnelle. Et on lui a demandé de nous donner sa réaction sur le premier sujet, la Retail Payment Strategy. Rita, your point of view about the future of this stratégie. Bonjour à tous, je m'excuse tout d'abord de ne pouvoir être en présence. Le son n'est pas là. Attendez, est-ce qu'on peut avoir le son? En tout cas, il fait très très beau à Rome, à ce que je vois. Oui, non, il fait un peu plus froid que d'habitude, mais la prochaine fois, on fait ça directement dans le Colisée parce qu'on aura un peu plus de place qu'ici. Et puis on mettra les orateurs là où il y avait le combat des gladiateurs, ça sera plus facile. Alors, j'espère que vous pouvez m'entendre. Écoutez, on laisse organiser, on va alterner. Nicolas, donc votre réaction point de vue bancaire en termes de par rapport à cette stratégie proposée par la Commission et mise en œuvre par la Commission européenne. Bonjour à tous, merci Hervé. Donc vous aurez Nicolas et Rita après, finalement. Écoutez, tout d'abord, merci Eric pour cette stratégie retail qui a été déroulée depuis plusieurs années. Je pense que la première chose qui est excellente, c'est qu'il y ait une stratégie sur les paiements. Et c'est bien la prise de conscience des autorités, du législateur, de l'importance des paiements pour l'économie, pour la souveraineté, les défis de protection des consommateurs. Donc tout ça, je pense qu'on peut que s'inscrire complètement dans cette dynamique. Ensuite, l'intervention de Monsieur Dumont et les propos d'Éric ensuite me semblent bien compréhensibles et à nouveau on s'inscrit pleinement dedans. Comment aller plus loin avec les nouveaux défis, qu'ils soient géopolitiques, économiques, technologiques, la fraude qui arrive, la fragmentation des paiements en Europe, tout ça qui complexifie l'évolution, l'innovation, multiplie les risques. Et donc je pense qu'en effet, après plusieurs années d'une payment stratégie qui a eu des bénéfices, qui a aussi par certains moments posé des questions, c'est la première fois qu'on avait une stratégie à ce point formalisée, et je pense qu'il y a des choses à remettre en perspective, comme les rôles et responsabilités des différents acteurs, s'assurer que les modèles économiques sont les mieux balancés possibles, avec d'un côté les bénéfices, de l'autre les risques, et remettre ça
de manière peut-être un peu plus alignée. Et puis Monsieur Dumont parlait de la supervision de nouveaux acteurs, comme les acteurs de wallets digitaux, ce qui est très probablement une bonne chose. J'irai plus loin. Je pense qu'il est nécessaire de pouvoir superviser et réguler tous les acteurs de la chaîne des paiements, que ce soit les fournisseurs de wallets, que ce soit les sociétés de télécommunications, pour nous aider à combattre la fraude notamment. Donc la régulation est bonne. Je pense qu'il faut qu'elle aille plus loin. Et sur un certain nombre de cas, je pense qu'il faut qu'elle soit remise à plat sur les sujets de concurrence pour que le level playing field soit le plus complet possible, pour que les rôles et les responsabilités des différents acteurs, publics et privés, soient peut-être encore mieux alignés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc face à ces nouveaux défis, face aux nouvelles technologies, face au risque de fraude avec l'IA générative, les fraudes aux postulants, aux présidents, etc. Tout ça sont des enjeux qui prennent une dimension aujourd'hui sans commune mesure par rapport à ce qu'il y a il y a 4 ans, et qui nécessitent, à mon avis, d'aller plus loin sur cette stratégie paiement. Merci. Corinna. Merci beaucoup. Donc, merci Nicolas pour ces éléments. Et puis, peut-être donner la parole à Marc-Henri Desportes en tant que représentant, si vous voulez, de la grande industrie française, mais surtout européenne. Quel est votre avis en tant qu'industriel majeur et quels sont, au fait, les éléments assez stratégique pour que l'infrastructure de paiement au plan européen se développe de plus en plus. Oui, merci. Effectivement, nous Worldline, on est un industriel du paiement, et quand on regarde la stratégie de paiement européenne et la situation à laquelle ça nous a amené, je pense que Monsieur Dumont l'a très bien dit, il y a des vrais points de satisfaction qui sont très visibles. C'est vrai que les niveaux de prix sont sensiblement plus compétitifs qu'aux États-Unis, par exemple, ce qui est assez remarquable sur un marché aussi fragmenté, d'avoir atteint ce résultat, et avec une qualité, un niveau d'adoption qui est très élevé. On parle de l'émergence de la fraude, mais des niveaux de fraude qui sont beaucoup plus bas. Et donc on a cette qualité du service qui est rendu, qui est absolument remarquable. Tout cela, c'est aussi le résultat de beaucoup d'initiatives réglementaires. Donc je crois que dans ce domaine comme dans les autres, l'Europe peut s'enorgueillir d'être le champion du monde de la réglementation et d'être toujours à la pointe dans ce domaine. Et pour les industriels, c'est un petit peu comme l'entraînement à la gymnastique pour les athlètes. Voilà, il faut s'adapter, il faut prendre en compte, il faut mettre en œuvre. Donc, là, vous allez faire l'entraînement le matin, le soir, l'après-midi, quelquefois la nuit, et ça vous tient en forme. Et quelque part, ça vous prédispose pour réussir à l'échelle internationale. Et je crois que c'est aussi une fierté que l'Europe ait réussi à produire dans ce contexte des champions internationaux qui savent traiter l'ensemble de la planète et apporter des solutions à l'ensemble de la planète. C'est notre fierté chez Worldline d'être aussi présent pour servir les commerçants en Inde, en Australie, en Amérique du Nord également, ou comme nos collègues d'Adienne qui ont pris une véritable dimension mondiale. Et peut-être dans le domaine d'équipement, des moyens de paiement ou de sécurisation, des gens comme Idemia ou Thales, c'est des champions mondiaux qui ont émergé en Europe. Donc ça, c'est une véritable fierté. Je pense que c'est un vrai succès, un résultat aussi qui a été permis par cette politique en général. Maintenant, si je regarde les choses sous un autre angle, aujourd'hui, quand je vais en Australie, je mets en place Alipay, WeChat Pay. Je mets en place l'acceptation des moyens de paiement Visa, Mastercard, JCB du Japon, et de plus en plus maintenant UPI, la solution des Indiens. Et en Europe, pas encore. Donc l'émergence d'une solution de paiement européenne qui aurait une vocation mondiale, avec tous ses succès, ça, objectivement, c'est pas là. Et c'est là où j'ai un petit peu la petite inquiétude quand j'ai entendu le discours, c'est que tout est très bien, mais l'accumulation de sujets, si on veut que le cash physique ce soit très bien, et que l'euro digital ce soit très bien, que Wero ce soit très bien, etc., à la fin,
en termes d'émergence d'un moyen de paiement, il y a une dispersion. Et le risque de la dispersion, c'est qu'à la fin, on est trop petit. Voilà, faisons le constat, on n'a pas 1 milliard de consommateurs ou 1,4 milliard comme en Inde ou en Chine. On n'a pas les niveaux de prix des États-Unis. Donc je crois que ce serait important de faire des choix, de savoir ce qu'on a envie de pousser et de pas pousser tous azimuts parce que les industriels, ils ont les moyens qu'ils ont. Merci. Alors, est-ce qu'on a Rita? Puisque avant de faire intervenir Gabriel, peut-être que ça aurait été bien d'avoir Rita quand même. Bon? Non. Non, on nous dit non. Non. Alors, Gabriel, vous avez entendu, je crois même, vous avez un peu participé à l'écriture avec Fabien du texte donc de Monsieur Dumont. Là, vous avez la réaction aux différents acteurs. Donc, la stratégie européenne, pour vous, comment vous réagissez aux avis et positions des uns et des autres et comment vous prolongez les propos de Monsieur Dumont? Merci Hervé, merci à tous. Peut-être du coup je vais rebondir directement sur les deux intervenants précédents, parce qu'il y en a un qui nous dit pas de problème, moi plus de réglementation je prends. Je caricature peut-être un petit peu le propos. Et l'autre qui nous dit non mais arrêtez les amis parce que là on n'arrive plus à développer des solutions industrielles puissantes. Bon, je caricature évidemment beaucoup. Non, peut-être pour rebondir très rapidement. Je pense que le consensus, c'est quand même qu'il y a un besoin de continuer à élaborer et à porter une vision stratégique au niveau européen sur le secteur des paiements. Et de ce point de vue-là, la stratégie publiée par la Commission en 2020, elle a eu comme énorme, alors vu d'un technocrate de la sphère publique, hein, mais elle a eu comme énorme intérêt que on s'appuie dessus pour faire prendre conscience aux autorités politiques. Et je vous assure que Bruno Le Maire, pour ce qui concerne mon ministre, côté français, en a conscience du fait que les paiements, ça n'est plus l'arrière-boutique du monde bancaire d'il y a 15 ans. Alors je caricature évidemment, mais bon, c'est facile et on sait tous ce qu'il en est. Et que c'est un sujet stratégique en soi. Et de ce point de vue-là, la pierre de touche principale qu'il y aura côté autorité française, je vous l'annonce par avance dans les années qui viennent, encore plus, c'est vraiment le prisme géopolitique. Donc ce sera vraiment un enjeu de souveraineté. Donc effectivement, il y a, je pense que M. Desportes a bien fait de pointer la nuance entre être sûr qu'on est souverain ou qu'en tout cas on a les leviers côté autorité publique pour considérer que ce qui se passe sur le marché européen et ce qui se passe en Europe est maîtrisé par les autorités publiques, notamment en cas de crise. Et ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y ait un marché qui soit nationalisé, ça c'est pas l'idée. Il y a une nuance entre ça et projeter la puissance à l'international. Le point sur lequel ça se rejoint, c'est que, et ça c'est nouveau je pense par rapport aux réflexions de 2020, 2021, 2022 sur la mise en œuvre qui a abouti au paquet législatif sur lequel on est en train de travailler et à tous ces travaux réglementaires. Le point nouveau, c'est de se dire qu'en fait, cette problématique de souveraineté, elle repose sur des problématiques industrielles. Et donc ça, je pense que prenez-moi au mot pour prolonger ce qu'a dit Bertrand en introduction. Prenez-le au mot quand il vous dit on a besoin de vous industriels. L'idée, c'est bien qu'on va vouloir continuer à agir dans les 5 ans qui viennent. On va vouloir continuer à agir avec une réflexion stratégique de souveraineté sous-jacente. En revanche, nous sommes totalement agnostiques à ce stade sur le fait de savoir si les leviers seront principalement réglementaires ou si les leviers seront principalement industriels. Et donc, je bats un peu ma coulpe, par exemple sur EPI, il y a eu beaucoup de soutien politique sur EPI. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de nudge public du style modifier la réglementation spécifiquement pour EPI et pour qu'EPI voit le jour, ou mettre de l'argent public directement ou indirectement pour aider à ce que les choses se fassent. Donc, je vous dis pas qu'on va mettre beaucoup d'argent public dans les années qui viennent, vous m'avez bien compris. Pour autant, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience sur le fait que, pour faire simple, aujourd'hui, on se sent raisonnablement souverain, mais on n'est pas du tout assuré côté autorité publique que dans 15 ans, ce sera toujours le cas. Que ce soit sur les infrastructures ou que ce soit sur les grandes solutions de distribution. Et donc, on a besoin d'avoir un nouveau type de dialogue avec l'industrie dans les années qui viennent. C'est comme ça aussi que nous, on conçoit l'euro numérique. Vous l'avez compris dans ce qu'a dit Bertrand. On n'est pas marié avec l'idée qu'il faudrait que l'euro numérique fasse tout distribué par la puissance publique, ou à l'inverse, qu'il y ait quasiment rien, et qu'on se contente d'avoir juste Target qui existe déjà. Mais entre les deux, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui nous assure que dans 15 ans,
si jamais il y avait un décalage total géostratégique entre les États-Unis et l'Europe, on se dirait pas mais si les États-Unis décident de nous couper par le levier qu'ils ont sur un certain nombre d'acteurs industriels, de nous couper de la Méditerranée, on saurait pas réagir. C'est ce type de questions-là qu'on aura. Pardon, et je m'arrête puisque évidemment je suis comme d'habitude trop long, mais Hervé me connaît. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ça nous permet, donc, toujours, on ne peut pas avoir Rita Camporeale. Donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est autour du cadre réglementaire européen. Donc, on a déjà parlé, mais on va continuer avec le dernier paquet législatif qui a été émis en juin 2023. Et la question, c'est est-ce qu'il est suffisant pour faire face aux évolutions? Et là, je me retourne à nouveau vers vous, Gabrielle. Nous abordons le volet réglementaire avec ce paquet législatif très riche qui a été proposé par la Commission européenne. Vous pensiez que cela fournirait un cadre réglementaire stable à moyen terme? Comment vous voyez la conclusion de ce paquet législatif et pensez-vous qu'il pourrait y avoir matière à complément? Voilà. Si j'ajoutais juste un petit point, il y a beaucoup de textes qui sont l'objet de beaucoup de débats aussi. Il y a beaucoup de textes qui sont objets de débats et donc aussi comment vous voyez leur aboutissement. Merci Corinna, Hervé. Du coup, ça me permet de reprendre là où je m'étais arrêté sur objurgation de notre maître de cérémonie. Je pense que Eric aura aussi sa vision de la manière dont les négociations se font. Moi, je mettrais dans le paquet aussi le règlement Instant Payment, même s'il n'a pas été proposé en même temps et qu'il est abouti. Mais sur les initiatives de la deuxième partie de mandature de cette commission. Par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'avant, je pense que nous, ce qu'on constate dans les négociations, je vais partir de là, les négociations au Parlement européen et au Conseil, au sein des co-législateurs, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des négociations et du travail sur les textes, on voit émerger dans les débats, donc une prise de conscience collective d'une masse critique de parlementaires et d'États membres, des sujets nouveaux. Donc, typiquement la question des wallets, on est en train d'en discuter dans le cadre de DSP, PSR. C'est pas certain que du coup il y aura quelque chose qu'on mettra en dur dans ce texte-là, pour autant c'est pas exclu non plus. Et de ce point de vue-là, prenez par exemple le règlement Instant Payment, il a été négocié très vite, il y a des choses qui n'étaient pas dans la proposition initiale de la Commission, où finalement il y a eu un consensus entre co-législateurs pour dire qu'il faut les mettre dedans. Par exemple, l'idée de dire que les établissements de paiement doivent pouvoir être branchés directement sur les infrastructures de paiement. Donc c'est un peu la manière dont on aborde les textes. Moi je suis assez confiant sur le fait que le paquet, donc on a déjà empoché, si je peux dire, Instant Payment. Mika était sur un autre plan, mais on l'avait quand même pensé de manière raisonnablement cohérente avec les problématiques paiement et le paquet de révision de la DSP. Et sur la DSP3, je pense que DSP3 PSR, on va pouvoir aboutir relativement rapidement. Donc la seule question, ce sera, est-ce qu'il y a des sujets nouveaux qui émergent ? Si oui, et s'ils sont suffisamment mûrs, je pense que nous, en tout cas, côté français, on poussera pour les intégrer directement dans les législations en cours de négociation. À l'inverse, s'il y en a sur lesquels il n'est pas dit, s'il y a un vrai enjeu industriel et de souveraineté, mais il n'est pas dit que ce soit par la réglementation que ce soit la meilleure manière de faire, je pense que là, pour le coup, on verra si c'est la marge de débat. Il faut qu'il y ait une réflexion stratégique en début à l'inverse, sur le rôle numérique, c'est que c'est bien que l'échelle encore en phase de maturation, qui rentre dans la table aussi en phase de maturation avec un neurosystème. C'est-à-dire bien que côté banque centrale, la réflexion elle-même, si les travaux évoluent. Donc de ce point de vue-là, on va être pragmatique. On va prendre le temps qu'il faudra pour faire Si c'est eux qui parlent, ça va. Merci beaucoup, Gabriel, pour cet éclairage. Donc je me retourne vers Nicolas Cailly. En tant que la banque, comment elle réagit à ce tsunami législatif? Je crois que le mot est bien choisi, Corinna. Ce tsunami législatif, c'est à la fois beaucoup de textes qui ont des niveaux de maturité assez différents. Certains beaucoup plus matures, comme le règlement sur la protection des données, qui pour autant pourrait évoluer sur la protection des données des entreprises par rapport à ce qu'il couvre aujourd'hui. D'autres textes qui sont beaucoup moins matures. On a parlé de MiCA et puis de l'euro digital à venir, etc.
Ce tsunami, il pose plein de questions pour les banques comme pour les industriels. C'est énormément d'investissements qui doivent être mis en face de ces législations. Des investissements qu'on doit organiser dans le temps, bien sûr, avec des textes qui sont pas suffisamment matures pour qu'on soit bien clair de exactement ce qu'il va falloir faire ou non, soumis à changements assez fréquents. Des modèles économiques qui sont pas toujours très clairs et des textes qui englobent des services pour tout un nombre d'acteurs qui sont pas tous intéressés par ces services, et parfois comme à l'Eurodigital, dont je me réjouis qu'il y ait plein de discussions aujourd'hui, et peut-être plus qu'il y a un an, et donc un peu remis en perspective, même des cas d'usage qui sont pas tout à fait clairs, donc des valeurs qui sont pas tout à fait claires au niveau très pragmatique du cas d'usage, j'entends, alors que des risques, y compris pour la stabilité du système financier européen, sont très prégnants et très clairs. Donc beaucoup de textes, sans doute un peu trop de dispersion du point de vue des banques, et je pense peut-être pour les industriels également, qui vont nécessiter de faire des choix, de se concentrer. Et nous, on appelle le législateur, en continuant de travailler avec lui, à développer peut-être encore plus qu'aujourd'hui du pragmatisme dans les enjeux les plus prégnants et les cas d'usage les plus forts qui vont apporter de la valeur à tous, aux consommateurs, aux entreprises et à tous les industriels du secteur. Merci. Toujours pas de Rita. On essaiera de la prendre. Ce qu'on va essayer de faire, c'est tout à l'heure, on va essayer de faire une bilatérale directe avec Rita, avec l'ensemble, si on peut la contacter. Isabelle, je ne sais pas si elle est là, si elle a ses coordonnées, sinon on l'aurait joint. Je vais me retourner vers Marc-Henri. Donc là, pareil, le cadre réglementaire, là, plus directement, sur les licences de paiement, bien sûr, mais aussi sur l'aspect euro numérique, qui sont des sujets qui vous interpellent beaucoup. Oui. Non, sur le cadre réglementaire, j'ai indiqué qu'il y en avait eu beaucoup et que ça avait été un gros travail. Sur le fond des réglementations elles-mêmes, elles ont plutôt tout été dans le bon sens, de sécuriser, harmoniser, rendre de l'efficacité, créer un level playing field, l'accès des acteurs de paiement aux infrastructures centrales, c'était un point positif. Donc on a vu beaucoup de choses qui nous ont semblé aller dans le bon sens. Donc oui, attention à ce qui n'est pas un excès, parce que effectivement tout ça coûte néanmoins cher, mais pour autant je pense que l'ensemble était positif et a aidé, a fait évoluer dans le bon sens l'Europe des paiements, et je crois que c'est une vraie satisfaction. Mon point d'attention, je reviens un petit peu dessus, c'est l'absence de stratégie et d'axe clair pour faire émerger un peu ces nouveaux moyens de paiement européens, et la tentation c'est cette stratégie qui donnera l'efficacité aussi, et l'efficacité prix. Et la tentation, quand on n'a pas de stratégie, de multiplier les initiatives avec de la régulation de prix. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire. C'est le brouillon réglementaire avec des interventions sur les prix qui viennent complètement désorganiser le marché, plutôt que d'avoir un axe et un support fort. Je vois que Martina nous a rejoint. Je pense que EPI maintenant ou Euro, objectivement, il aurait pu avoir un soutien un peu plus affirmé des autorités au démarrage. Je pense qu'on a eu l'opportunité de créer une solution carte européenne qui aurait une vraie dynamique, et avec un support additionnel, je pense que ça pouvait passer. On avait ce sentiment. Bon, maintenant on fait autre chose, on avance, c'est bien, mais attention à ne pas se disperser à nouveau. Le digital euro arrive, et multiplier les initiatives parallèles, on va prendre le risque de n'en réussir aucune. On est trop petit en Europe. Regardons le monde en face, avec nos 400 et quelques millions d'habitants, face à la puissance de l'Amérique du Nord, et sa puissance économique d'un côté, et le plus d'1 milliard en Chine et en Inde. On est beaucoup trop petit pour jouer cette dispersion. Donc ça, c'est un vrai point d'attention. Et attention aussi, tant qu'on n'a pas bien construit les solutions du futur, à pas lâcher les solutions du présent. Donc il y a un élément qui est très positif, et je pense de ce point de vue-là, la France a été beaucoup plus cohérente. Le soutien à EPI en France était fort. De ce point de vue-là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et aujourd'hui, le soutien à carte bancaire est fort également. Ça, c'est un vrai point positif. Je ne sais pas si Rita pourra dire un mot. En Italie, les banques et l'écosystème n'a pas soutenu le schéma domestique avec la même intensité. Il est en train de s'écrouler en part de marché. Et qu'est-ce qui se passe? Les prix explosent. Aujourd'hui, les schémas internationaux sont en train de mettre à niveau leur scheme fees.
Et les mises à niveau sont du même ordre de grandeur que l'interchange en France. C'est pour vous donner une idée du déplacement économique qui est en train de se produire. Donc quand il n'y a pas le soutien nécessaire pour avoir des alternatives locales, la chaîne de valeur se déplace. Et elle se déplace de façon très très systématique. Et je ne pense pas que ce sera la réglementation la solution. Je pense que la stratégie industrielle doit être au rendez-vous pour faire émerger des forces européennes qui sont au niveau nécessaire. Donc attention à ne pas disperser les initiatives. Là, on a besoin de les regrouper. Merci Marc-Henri. Donc, je pense qu'Éric de Colombier pourrait nous apporter plus de détails sur les enjeux politiques et justement opérationnels de ce paquet législatif et sur son adoption future au plan européen. Également, on aimerait bien aussi avoir votre avis, Éric, sur le besoin éventuel d'un complément de ce cadre au plan européen. Alors, un petit instant. Alors sur les perspectives d'adoption du paquet, il faut voir d'abord ce paquet de quoi est-ce que l'on parle. Alors dans ce paquet, il y a la proposition de révision du cadre juridique PSD2, donc c'est un grand chantier. D'ailleurs, on a dédoublé avec une PSD3, proposition de PSD3 et une proposition de règlement. Donc ça, c'est un gros. Ça, là, vous n'avez pas la salle, vous n'avez que moi. Une grosse composante du paquet réglementaire. Il y a aussi, bien sûr, la proposition de règlement sur l'euro numérique. Il y a une proposition de règlement sur le cours légal du cash, qui est un peu le corollaire de la proposition euro-numérique. Oui, et puis il y a aussi une proposition dont on parle un peu moins. Oui, c'est normal. C'est un peu normal parce qu'elle échappe un peu au domaine des paiements. C'est la proposition FIDA, qui a pour objectif d'élargir le concept de l'open banking, mais à d'autres secteurs financiers, les assurances, les valeurs mobilières, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu le cadre juridique dans lequel on évolue. Alors évidemment, on peut aussi y ajouter, comme l'a fait Gabriel, le règlement sur les virements instantanés, mais celui-là, je dirais, il est maintenant, et Dieu merci, derrière nous. Après à peu près 1 an de négociations, on a eu l'adoption et la publication du texte il y a quelques semaines. Donc, je dirais les différentes composantes de ce paquet législatif avancent à différentes vitesses, je dirais en fonction des obstacles politiques qu'elles rencontrent. Alors le dossier qui avance le plus facilement, bien que ça soit pas facile, mais en tout cas le moins difficilement, on va dire, c'est le dossier dont je m'occupe le plus directement, c'est le paquet DSP3 et règlement PSR. Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu politique, bien évidemment, il y en a même beaucoup, mais je dirais les travaux avancent à un bon rythme. On a eu d'ailleurs avant-hier l'adoption par le Parlement européen en séance plénière à Strasbourg de son opinion, de son rapport et de son mandat de négociation future avec le Conseil. Le Conseil avance aussi dans ses travaux sous présidence belge actuellement, mais les travaux se finiront, en tout cas dans le couloir du Conseil seul, se termineront, j'imagine, sous présidence hongroise, j'espère en septembre-octobre, et puis ensuite les 3 institutions, le Parlement, le Conseil et la Commission, se retrouveront dans la configuration des trilogues en fin de présidence hongroise et en présidence polonaise au début 2025. Donc, voilà, la perspective pour ce paquet-là, pour cette composante-là, c'est, je dirais, printemps 2025, adoption. Mais bien évidemment, beaucoup de choses peuvent se produire, et notamment ce qui va sortir des urnes le 9 juin. Peut avoir une importance non négligeable, par renouvellement ne fût-ce que des rapporteurs et puis des orientations qui pourraient changer, mais le fait que le Parlement a consolidé par une adoption plénière sa position avant-hier est important. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans les urnes le 9 juin, le futur Parlement continuera le travail là où le Parlement actuel, mais sortant, l'aura arrêté. Après, les autres composantes du paquet législatif rencontrent plus de challenges, on va dire. L'euro numérique, évidemment, rencontre un certain nombre de difficultés d'ordre, je dirais, assez diversifiées, mais notamment politiques. Et puis beaucoup de questions fondamentales qui s'opposent. On est encore à la croisée des chemins sur beaucoup de choix. Wholesale ou retail. Je note d'ailleurs que Bertrand Dumont a pris une orientation assez marquée pour un euro numérique de wholesale, voilà, dont acte. Mais donc, wholesale, retail, offline, online,
Ce sont des questions très très importantes qui se posent. La question de la rémunération, la compensation un peu des acteurs. Ce sont des questions qui sont toujours je dirais en suspens, qui sont actuellement en discussion, mais qui sont fondamentales. Après, c'est un sujet qui, je vous apprends rien, rencontre aussi des questions fondamentales sur sa pertinence. Pourquoi ça? Est-ce que c'est pas une peau de banane que l'on vient mettre sous la chaussure des initiatives privées? Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité absolue de le développer? Ce sont des questions politiques qui se posent et qui influent sur le rythme de négociation, puisque actuellement, je vous apprends rien, les discussions sont relativement figées, notamment dans la perspective des élections européennes, pour ne pas, disons, agiter de chiffons rouges dans l'opinion publique, notamment. Voilà, donc c'est un sujet qui est empreint, qui est chargé d'une charge politique très importante. Après, son petit corollaire, qui est le règlement sur le cadre, le legal tender du cash, je dirais, lui, ne pose pas de questions politiques particulières, mais comme il avance un peu au rythme du gros dossier qui est l'euro numérique. Alors du coup, le dossier qui lui est un petit peu attaché comme un poisson pilote, eh bien lui aussi est un peu à l'arrêt, alors que sur le fond et sur le plan politique, ce règlement ne poserait pas de problème s'il était seul. Mais étant couplé, on va dire, pour le meilleur et pour le pire, avec le règlement de l'euro numérique, il a du mal à progresser. Et finalement, la proposition FIDA sur l'élargissement de l'open banking à tous les secteurs financiers, lui, il a un peu plus de difficulté aussi à trouver son rythme, puisque il y a une question fondamentale qui se pose. C'est comme l'open banking a rencontré un certain succès, mais ça n'est pas un raz-de-marée au niveau du succès de l'expérience. Alors certains se demandent, est-ce que c'est raisonnable? Et à quel rythme le faire, si c'est raisonnable? À quel rythme le faire? Voilà, est-ce que c'est raisonnable d'élargir déjà aujourd'hui le principe de l'open banking, donc de l'accès aux données pour la fourniture de services basés sur les données? Est-ce que c'est raisonnable de le faire aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore, je dirais, complètement absorbé, digéré, évalué le succès de l'open banking? Et d'ailleurs, c'est un des enjeux du règlement DSP3 et PSR, c'est d'améliorer l'open banking. Donc on a en parallèle une initiative d'amélioration de l'acquis, tout en ayant mis sur la table une initiative de son élargissement à d'autres secteurs. Donc voilà, cette question un peu pose en elle-même, on peut tous comprendre pourquoi ça pose des questionnements et des difficultés, même si, je dirais, tout le monde s'accorde pour reconnaître le potentiel des modèles économiques basés sur la data, mais il y a des questions énormes qui se posent, et notamment les questions du modèle économique et de la rémunération, etc. Donc voilà, donc le paquet avance bien, mais voilà, le paquet n'est qu'un paquet, je dirais, virtuel, parce que toutes les composantes de ce paquet ont leur propre rythme. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Ça nous permet de faire une très belle transition vers la troisième partie de notre table ronde et à enchaîner avec la question pour savoir quels sont les impacts réels de ces règlements adjacents. On a parlé des DORA, de l'RGPD, MiCA, ITA, CIA Act, et s'ils sont cohérents entre eux. Et c'est pour cette raison que je m'adresse d'abord peut-être à vous, Nicolas, pour avoir votre avis sur ces textes complémentaires au règlement spécifique du marché de paiement qu'on vient échanger assez en détail et sur leurs impacts sur les activités de paiement. Je n'arrive plus à... Peut-être à votre question sur la cohérence d'ensemble, et je vais reprendre ce qui a été dit un petit peu avant. Je pense qu'il n'y a pas de questionnement fondamental sur chacun de ces textes, sur sa cohérence propre. Il y a des questionnements plus opérationnels, de risques, des choses à établir, mais chaque texte a sa propre cohérence. Je ne vois pas de difficulté de cohérence d'ensemble. Mais au-delà de ça, ce qui est nécessaire, et je pense pour paraphraser un peu ce qui a été dit aussi, c'est d'être capable de prendre un peu de recul au niveau de l'Europe pour se dire est-ce que c'est le meilleur moyen, est-ce que
que ce que je suis en train de faire, avec la multiplicité des initiatives et des textes réglementaires, est-ce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'émergent au niveau de l'Europe des moyens de paiement les plus harmonisés, les plus forts et les plus adoptés. Un moyen de paiement qui fonctionne, c'est un moyen de paiement qui va avoir une large adoption. Aujourd'hui, avec la multiplication de ces initiatives, je pense qu'on disperse un peu trop les investissements et qu'on donne pas tous ces moyens de développement. Et c'est probablement un enjeu fort que j'invite le législateur à prendre en compte. L'autre point pour que ça fonctionne, donc ne pas multiplier les investissements, ne pas disperser ces investissements, donc se concentrer. L'autre point, c'est la chaîne le cadre de concurrence. S'assurer, là où le législateur a fait une avancée, je trouve très bonne avec FIDA, c'est que par rapport à la DSP2 où il fallait ouvrir toutes les données clients de paiement de manière gratuite à qui voulait les consommer, chez FIDA on ouvre à une relation contractuelle qui va permettre d'ouvrir plus largement les données, de trouver des cas d'usage, d'apporter de la valeur de manière contractuelle et de manière contrôlée. Là où il y a une avancée supplémentaire à faire de mon point de vue, c'est de pas considérer le marché des paiements comme un marché absolument unique en termes de besoins et d'usages. Les particuliers n'ont pas les mêmes besoins que les grandes entreprises. L'open banking qui est loin d'être un succès retentissant à ce jour, à mon avis manque du fait que on a imposé des API de DSP2, que ce soit pour les particuliers, pour les grandes entreprises de la même manière. Ces grandes entreprises, elles n'ont pas besoin de ces canaux-là. En tout cas, en ce qui concerne les paiements standards, elles utilisent des canaux éprouvés, souverains, sécurisés, qui fonctionnent très bien, et il n'y a pas de raison de changement réellement. Donc moi, j'invite le législateur, dans sa réflexion future sur l'open banking, à dissocier, à considérer différemment différents types de segments de clientèle. Le besoin, je disais, c'est donc de prendre un peu de recul pour se dire quelle est la stratégie globale et quel est le meilleur moyen d'y arriver. Donc moi, j'invite à ce qu'il y ait plus d'Europe dans ce cadre stratégique-là, plus d'Europe de manière plus concentrée et moins dispersée, et puis plus d'Europe d'un point de vue des modèles économiques et de la concurrence et d'un level playing field qui soit pas uniquement pour les banques, mais qui soit pour tous les acteurs de la chaîne de paiement face à leur rôle, leur responsabilité, et s'assurer que l'équation est la plus homogène possible pour chacun de ces acteurs entre coûts, investissements, risques, bénéfices, ce qui est peut-être quelque chose sur lequel on peut encore progresser, je crois. Merci Nicolas. Donc Marguerite Deportes, on va sur la même lancée. Il y a encore beaucoup donc je me retourne vers vous parce que on voudrait bien écouter votre sentiment. On a vu que vous avez une vision assez bien précise sur l'Europe et pour le besoin éventuel de la clarté générale et sur ce cadre législatif complémentaire et son impact de l'industrie des paiements. Et on voit que nous avons Rita avec nous, donc après vous, Marc, peut-être qu'on va laisser Rita intervenir. Alors je vais être très bref. Je vais être d'autant plus bref que je crois qu'on a déjà beaucoup dit et que je suis très très en phase avec tout ce que vient de dire Nicolas, qui synthétise bien notre vision sur le sujet, des réglementations qui certes ont apporté beaucoup d'éléments positifs, mais qui ont besoin d'un cadre stratégique plus affirmé. Je rajouterai un point, qui est un point d'implémentation de ces réglementations. Parce que on adore quand même se faire mal à nous-mêmes en permanence. Donc, aujourd'hui, les banques ont la chance d'être sous la supervision d'un régulateur qui a son armée d'auditeurs. Et dès qu'une réglementation apparaît, les armées déferlent donc sur les banques. Et nous, en tant qu'institution de paiement régulée, on a le droit aussi à notre part. Et en fait, c'est quoi le premier réflexe dès qu'une réglementation émerge? Se précipiter sur les acteurs européens, si possible les gros, parce que comme ça on se fait la main, on fait les tests, on vérifie, donc et là il y a les leviers pour s'acharner, pour vraiment aller enfoncer le couteau dans la plaie, etc. Et les acteurs internationaux, c'est compliqué, les acteurs internationaux. Puis les Américains ont beaucoup d'avocats, vous savez. Alors, quand on va les voir, c'est difficile. Ils nous reçoivent pas très très bien. On se fait un petit peu chahuter. Et puis après, tous les petits acteurs qui viennent d'ailleurs ou les petites sociétés, bon, ça c'est compliqué, c'est dispersé. Avec cette attitude qu'on a sur l'implémentation des réglementations, avec tout ce dispositif de supervision, on s'acharne à se faire mal en permanence et systématiquement sur nos champions. Donc, je crois qu'il faut faire aussi un petit peu attention, qui est
une mesure et une intelligence d'exécution dans ces réglementations. L'objectif n'est pas d'autodétruire l'Europe systématiquement. L'objectif, c'est aussi, quand on veut jouer la souveraineté, s'assurer que les acteurs internationaux, les autres, sont d'abord ceux qu'on va vérifier pour qu'ils soient au même niveau et qu'ils appliquent les règles européennes. Donc, je m'écarte un instant du sujet de la réglementation elle-même pour parler de son application. Je pense que c'est un vrai sujet. Parce que là, on tourne en boucle sur nos habitudes et nos mécanismes installés et vraiment, on passe son temps à se faire mal à nous-mêmes. Voilà. Merci Marc. Est-ce qu'on peut avoir Rita éventuellement? Puisque il faut savoir ce qu'on... Voilà, bonjour, excusez-nous Rita, parce que Rita, au fait, elle nous suit dès le départ. La difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à la voir dans la salle. Donc, elle a écouté. Donc, Rita, comment vous réagissez à tous ces échanges? Peut-être faire une bonne synthèse sur les trois éléments qu'on a abordés, à la fois le plan stratégique, le cadre et l'harmonisation et l'équilibre. Donc bonjour, je vais parler en anglais, mais je m'excuse de ne pouvoir être chez vous. Donc, I would say that by trying to answer the three questions all together, but let's start from the first one. As it has been said, by and large, the retail payment strategy has reached its objectives, at least from the viewpoint of the regulator. 3 out of 4 pillars of the strategy delivered new pieces of legislation. The instant payments regulation, the revision of PSD2, the revision of the settlement finality directive. Only the fourth one about cross-border payments has not. And perhaps this is one of the items that should be looked at next. But as it was said by a number of speakers before me, the issue now is about implementation. And here our suggestion, and warm suggestion, I would say, to the regulators, is to pause and really help the market to correctly implement what the legal framework is now. The list of rules to be implemented in the coming years is extremely long and extremely complex. And as it has been recognized even yesterday in an ECB conference, the time that is needed in the payments industry to implement things and to properly address the needs of the different clusters of clients, because the previous speaker correctly mentioned that we cannot address with the same tools different parts of the market. This takes time. Investment, a lot of investment is needed, and this also, I would also like to stress what has been said, that we shall not disperse the investment. Not everything can be complementary in the good way. So the suggestion that the 3 banking federations of Europe present to the co-legislators is really a new cooperation between public and the private sector to correctly implement, for the benefit of the customers and of the entire European economy, of what has been already started. And this is especially with respect to the new issues that were highlighted, which is the increasing presence of non-European players in the market, the wallet providers, but also the increasing complexity of the payments value chain. And then I'll try to answer also the second question. The new PSR PSD3 framework does address in a certain way
the new challenges, but perhaps with not enough courage, in the sense that it has some opening, for example, in terms of fraud and exchange of data between providers in order to prevent fraud. But at the same time does not go as far as including properly, with proper liability provisions, the telcos operators as well as the wallet providers within the scope of the security and liability rules that PSR is going to provide. And this is key. The issue of fraud shall not be seen only from the PSP viewpoint. This is a societal problem. It's a problem about digitalization of the economy. So it concerns us all in all respects. And therefore has to be fought with correct tools. Correct tools also include, in our perspective, also ways for PSPs to block the funds before they are gone, either on the payer side or on the payee side. And this should be complemented, we believe, in the new regulation. At the same time, and this was also a plea for stability of key aspects of regulation, such as key definitions like authorization shall not be changed, because if we insert an element of will in the definition of authorization, then we lose the certainty of the entire payment transaction. And this is certainly not in the interest of the final user and of the regulators as well. Looking at all the pieces of regulation together, I would say that there's one fil rouge, you would say, that should really be seen in a broader strategic perspective, which is the enablement of banks and PSPs towards the outsider world, with respect to non-EU competitors and especially the big techs, which means that on the one hand, price regulation or similar tools like caps shall not be applied, because this towards the possibility for PSPs to correctly set a sustainable business model, even more so in face of the fact that the other players outside of Europe are not caught by that, and can and have a much wider possibility of cross subsidizing their activity. The DMA is certainly a good start, but to regulate these big players, but we will have to see in the actual implementation of those provisions, especially in the medium term. Some other good examples are, and these were also mentioned, are to be found, for example, in FIDA. But again, some of the principles should be really looked at in a holistic manner, not to favor non-EEA providers vis-à-vis European ones. And maybe I stop here. Thank you very much. Grazie mille, Rita. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être. On va juste conclure avec Gabriel Cumage et Éric Ducolombier
c'est normal. À la fois, sur 3 points, peut-être quelques mots, peut-être en retour de ce qu'a dit Rita. Deuxièmement, donc effectivement, sur les réglementations adjacentes. Et troisièmement, sur le rôle des acteurs au sein du monde public et aussi entre public et privé pour la prochaine mandature et la prochaine législature. Et puis après, Eric conclura, puisqu'il aura la lourde charge de mettre en œuvre au niveau européen tout ce qui aura été dit. Merci Hervé. Du coup, je vais essayer d'être vraiment très court, contrairement à mon habitude. Non, je trouve que l'intervention de Rita était assez complémentaire de ce qu'on a pu dire, notamment par rapport à la manière de faire évoluer le contenu des textes qui sont au cours de négociation par rapport à la proposition. Donc, typiquement, je retiendrai juste un point, mais ça résonnait avec ce qu'a dit Nicolas Cailly, qui est oui. Ayez conscience, les co-législateurs ont pris conscience du fait qu'il faut regarder les enjeux de fraude et de sécurité en regardant toute la chaîne, puisque, pour reprendre un truisme, la solidité de la chaîne dans son ensemble, c'est la solidité du maillon le plus faible. Et donc on peut pas garder des zones grises là-dessus. Alors, on est en contact aussi avec nos amis des telcos qui eux expliquent ce qui est de leur responsabilité, ce qui n'est pas, mais c'est clairement un enjeu clé. Moi, je me souviens la première fois que je suis venu ici, ça devait être pour une session du France Payment Forum, j'avais, comme je découvrais les sujets paiement, j'avais dit on n'a pas encore eu de scandale majeur, notamment en Europe, sur des sujets de données, sur des sujets de sécurité, sur le monde des paiements. Il y a quand même un risque fort que ça arrive, et ça doit être une problématique à laquelle il faut qu'on se prépare. Et je constate que effectivement l'industrie nous dit la même chose. Donc juste par rapport à ce qu'a dit Rita, je pense que ça, ayez conscience, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et après, pour laisser la parole à Eric et le laisser conclure. Bien pris de notre côté, en tout cas, la demande des acteurs industriels de plus de stratégisation au sens de priorisation de la part des autorités publiques. Moi, je vous ai dit quelle sera la priorité des années qui viennent du point de vue des autorités publiques françaises. Ce sera clairement un enjeu de souveraineté. C'est uniquement par ce prisme-là. Enfin, ce sera le prisme majeur. Et c'est nouveau. Et donc, on vous prend au mot sur le fait que vous nous dites, pour que ça advienne, il faudra que vous sachiez faire des choix. Donc voilà, je m'arrête là, mais je pense que on comptera beaucoup sur la nouvelle commission pour pouvoir organiser le débat au niveau européen et organiser le débat d'un point de vue de souveraineté et d'un point de vue industriel. Merci. Je note dans tout ce qui a été dit beaucoup de choses très, très, très utiles. Un certain nombre de messages. L'un, c'est prenez garde à la dispersion des efforts, prenez garde à ne pas favoriser la fragmentation. Alors, je vais peut-être revenir un instant sur la fragmentation. C'est un fait que l'on a vu émerger depuis quelques années en Europe, même parfois depuis seulement quelques mois, des initiatives, des nouvelles initiatives visant à concevoir des projets qui vont au-delà des frontières nationales. Alors le premier projet, c'était bien évidemment le projet d'EPI, de pays, que nous avons soutenu quand même depuis le début. Hein. Ça, je dois quand même le souligner. Bon, bien évidemment, je sais que ce soutien aurait pu être plus concret, plus matériel, plus financier, mais en tout cas sous l'angle politique, sous l'angle même juridique, sous l'angle de l'accompagnement, notamment pour naviguer autour des écueils du droit de la concurrence. Je pense que nous avons été assez présents dans l'encouragement aussi politique. Et je peux vous dire, nous avons été vraiment à la limite de ce que l'on peut faire pour, dans un environnement concurrentiel, pour prendre clairement parti en faveur d'un opérateur et d'une initiative. On doit faire attention quand même, évidemment, à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, sachant que, malgré toute la sympathie qu'on porte à EPI, c'est une initiative qui s'inscrit dans un environnement concurrentiel. Donc on doit aussi, nous-mêmes, respecter nos propres règles de concurrence. Mais il y a le projet EPI dont on se réjouit, et vraiment je le souligne, dont on se réjouit non seulement de voir qu'il a non seulement survécu à toutes les difficultés qu'il a rencontrées, mais surtout que maintenant il va se matérialiser dans les mois à venir, presque dans les semaines à venir, avec le projet Wero. Donc on est très content. Et je sais qu'à la commission, on sera certainement parmi les premiers à se doter d'un wallet Wero. Mais alors,
on a vu à côté, ou voilà, parfois en concurrence, on pourrait le dire avec EPI, on a vu apparaître d'autres initiatives. Et une des questions fondamentales politiques que l'on se pose face à ces initiatives, alors je pense par exemple à l'initiative sudiste qui réunit 3 acteurs italiens, portugais, espagnols dans un cadre d'interopérabilité, un projet d'interopérabilité de leurs initiatives nationales existantes, comme Bizum en Espagne. On voit apparaître aussi des mouvements dans l'Europe du Nord, avec un regroupement de forces entre l'opérateur norvégien, l'opérateur danois et l'opérateur finlandais. On voit apparaître aussi l'opérateur Blick en Pologne, qui sort de ses frontières aussi, et qui propose son produit à ses voisins, oui, roumains et slovaques. Donc ça va aussi, ça montre aussi, je dirais, un dynamisme du marché européen des paiements. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Le revers de la médaille, on pourra dire oui, mais c'est une fragmentation, c'est une dispersion, c'est un morcellement des efforts. Certes, c'est un morcellement des efforts. Je pense que voilà, il faut être optimiste, il faut avoir le bon aspect des choses. C'est quand même une manifestation d'une volonté et d'un dynamisme. Après, à terme, court, moyen, plus long, il serait quand même certainement judicieux de voir comment ces initiatives peuvent fonctionner ensemble, interagir ensemble, voire même regrouper leurs forces. Lors d'une allocution, je pense en février, j'avais parlé du syndrome de l'armée mexicaine. Il faut se méfier justement de cette armée mexicaine. Mais voilà, ce sont des initiatives de marché qui sont prises par rapport à des réalités économiques, financières et stratégiques locales ou régionales. Après, nous pouvons appeler à la défragmentation, au regroupement, à la cohérence, bien sûr, mais ce ne sont que des appels. Ce sont des projets industriels et ce sont des décisions financières qui sont prises pas par nous, bureaucrates de Bruxelles ou de Paris, mais qui sont prises par des gens dont ce sont les investissements. Donc voilà, mais nous allons continuer à essayer, par nos actions, par nos déclarations, par notre stratégie, d'appeler à un regroupement des forces. Ça, c'est clair. On est petit, ce serait dommage d'être petit et divisé. Il faut être au moins petit, ça c'est notre taille, je dirais presque géographique des choses, mais au moins qu'on soit unis par rapport à la concurrence qui, elle, avance en forme unie et de bataille. Donc on doit vraiment avoir tous conscience de ça. Alors ce n'est pas la réglementation qui va changer les choses. Ce n'est pas un règlement européen qui va dire à Bizum et autres de rejoindre EPI par exemple ou d'autres configurations. Ce sont de nouveau des initiatives privées. Nous avons mis sur la table des cadres juridiques et des encouragements politiques, mais aussi des cadres juridiques qui permettent de fonctionner dans un cadre stable, clair. Je pense par exemple au règlement sur les virements instantanés. Et je pense, sans aucune, je dirais, satisfaction mal placée, je pense que beaucoup de ces initiatives sont nées par la perspective du développement du virement instantané et que nous avons, nous, par vision et aussi par action, favorisé. Donc, quelque part, on a un peu pas la monnaie de notre pièce, mais disons les conséquences des encouragements que nous avons pris. Nous aurions, je peux le dire, nous aurions certainement préféré que dès le départ, un très gros projet européen naisse. Dans les premières configurations d'EPI, il y avait plus, je dirais, de communautés nationales autour de la table. On peut souhaiter espérer que une fois avoir vu qu'elles auront vu les succès que l'on peut espérer des premiers lancements d'EPI, on peut espérer qu'elles vont peut-être, un peu comme les enfants prodigues, retourner au bercail, mais entre-temps, elles ont pris d'autres chemins aussi, avec cette interopérabilité méditerranéenne, elles ont pris d'autres chemins. Maintenant, je sais que d'autres communautés qui n'ont pas de solution nationale regardent aussi l'expérience EPI. Mais aussi, je finirai avec est-ce que nous-mêmes n'avons pas contribué à cette dispersion avec l'euro numérique? Ça, c'est une bonne question. Je sais que tout le monde se la pose ici, y compris à Rome. Ça pourrait faire l'objet d'un débat d'une journée entière. Alors, je vais vous dire un peu la langue de bois. Vous connaissez bien notre message. Pour nous, il est évident que l'euro numérique doit s'inscrire dans le paysage, non pas en rivalité, mais en partenariat.
avec le paysage existant. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est la volonté politique fondamentale, c'est ne pas arriver comme le chien dans un jeu de quilles, mais au contraire, apporter une solution qui doit s'ancrer, qui doit travailler, qui doit s'uniformiser avec les solutions nationales et ne pas les remplacer. Ce serait du cannibalisme. Ce serait en plus être petit, dispersé et cannibale. Je pense que personne ne le veut. Donc on doit vraiment trouver un moyen de faire avancer tout cela en bonne intelligence. Et j'ai pas, disons, de doute que ça sera finalement les solutions qui seront trouvées seront celles qui vont permettre à l'euro-numérique justement de s'articuler de manière harmonieuse avec le privé. On parle beaucoup de partenariat public-privé. Je crois qu'avec l'euro numérique, on a vraiment un bon exemple de ce partenariat. Je vous rends la parole tout de suite, on pourrait parler des heures. Oui, merci beaucoup Eric, c'est vraiment... En tout cas, nous sommes ravis et on vous remercie à tous. Hervé, le mot de la fin. On va arrêter là, on va applaudir nos orateurs. On va applaudir Rita si elle est en ligne, parce que c'est pas évident de parler à distance. Merci beaucoup. Eric, on est bien conscient que nous, on souhaite que ce débat se développe au niveau européen et que, hélas, on ne voit pas à quel endroit. Bon, hier, la Banque centrale, effectivement, essayait d'organiser un premier forum. C'est bien parce que elle a apporté sa contribution au débat, mais il faudrait qu'il y ait d'autres lieux pour qu'on puisse effectivement que cette campagne électorale ne soit pas qu'une campagne strictement politique et qu'elle aborde ce type de sujet, opérationnel, y compris en France d'ailleurs. Et on est certain que le ministre va faire une grande déclaration dès ce soir sur les paiements en disant aujourd'hui, voilà. Mais Sorbonne dans quelques heures quand même. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous. Michel, donc,